Bonjour à toutes et à tous. Nous avons pénétré la semaine dernière dans la tombe 23 de la nécropole de Beni Hassan, qui faisait partie d'un ensemble qui a été récupéré par une communauté monastique ayant fui le monde et se réfugiant dans le monde des morts. Pourquoi la tombe 23 ? Eh bien, parce qu'elle contient une inscription tout à fait insolite. La voici. Elle est écrite à l'encre rouge sur le mur nord de la tombe, presque à l'angle avec le mur est. Vous voyez, j'ai mis une petite étoile pour que vous voyez où se trouve l'inscription. Et elle occupe une surface de à peu près 90 cm de haut sur 60 cm de large. Ce qui veut dire que le bas de la zone textuelle est à 65 cm du sol, ce qui signifie qu'on a commencé à l'écrire debout, puis on a fini à genoux ou assis. Autrement dit, sa hauteur correspond à ce qu'on attend d'un texte destiné à être lu par des personnes assises. Aussi, Raffaella Cribiore s'est-elle laissée aller à imaginer la scène de cette classe qui, sous la houlette de son maître, son grammatikos, écrivant sur le mur, comme sur un tableau, apprenait les rudiments de la lecture. Je la cite, ce syllabaire, écrit-elle, était comme un modèle permanent qui décorait, comme il convient, une salle de cours. Les voix des enfants, apprenant les syllabes grecques, ba, be, bi, bo, ainsi de suite, ont dû résonner dans le silence d'un passé glorieux. Alors, les choses se sont-elles passées ainsi ? Pour cela, examinons de plus près cette inscription. Alors, elle est constituée d'abord dans le registre 1. Vous voyez qu'elle est divisée en 6 registres. Dans le premier registre, eh bien, elle est constituée d'une série d'alphabets, chacun dans une colonne. Alors, la première colonne contient les lettres de l'alphabet dans leur ordre naturel, de alpha jusqu'à oméga. La seconde dans l'ordre inverse. Et la troisième, eh bien, la troisième associe la première lettre de l'alphabet avec la dernière, la deuxième lettre de l'alphabet avec l'avant-dernière, la troisième avec l'antépénultième, etc. Comme si en français, on avait fait, par exemple, A, Z, B, Y, C, X, etc. Nous avons là la parfaite illustration des méthodes selon lesquelles les maîtres d'école apprenaient aux enfants leur alphabet. Souvenez-vous, je vous avais lu ce texte l'an dernier, ce texte de Quintilien. Souvenez-vous de ce que Quintilien, dans son institution oratoire, conseillait. Revoici le texte. Alors, lorsque les maîtres croient avoir suffisamment fixé ces lettres dans l'esprit des élèves, en les écrivant dans l'ordre régulier, conforme à la coutume graphique, les tracent-ils dans l'ordre inverse. Et ils bouleversent ensuite par diverses permutations jusqu'à ce que les enfants qu'ils instruisent reconnaissent les lettres d'après leur forme, non d'après leur ordre. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer ce dipinto du monastère de Bawit, où l'alphabet est écrit d'abord dans l'ordre normal et ensuite dans l'ordre inverse. Ici, nous avons en outre, dans la troisième colonne, les permutations que recommande Quintilien, censées compliquer la tâche des élèves en déjouant les automatismes de l'ordre alphabétique. Nous avons d'autres exemples de cette méthode qui consiste à mémoriser l'alphabet en associant dans l'ordre chacune des lettres à celle prise dans l'ordre inverse. Alors, pour rester dans le domaine de l'épigraphie, voici un exemple
qui est offert par un graffito relevé dans la montagne thébaine, donc sur la rive ouest de Thèbes, qui, à ma connaissance, n'a jamais suscité l'attention des chercheurs, puisque son relevé a été publié en 1972, sans commentaire, dans la série des graffitis de la montagne thébaine du Centre d'études et de documentation sur l'Égypte ancienne, sous le numéro 3025. Alors, sous ce qui semble être un nom propre, sauf que Pléis n'est pas attesté, mais il a peut-être oublié le nu, c'est peut-être Plénis, qui est un nom bien connu. Eh bien, sous ce nom, une personne a tracé de façon très grossière un alphabet dont les 6 premières lettres sont répétées, vous voyez, ici, dans la partie droite. Alors, vous noterez la maladresse avec laquelle les lettres sont tracées, sans compter que le zéta, comme vous le voyez, est à l'envers, et que le xi est assez inhabituel parce qu'en fait, il manque un élément pour qu'il soit tracé de façon canonique. Mais ce qui est pire encore dans l'optique de cet exercice, c'est que l'ordre alphabétique est malmené. Le eta a pris la place du iota, et vice-versa, ce qui n'a pas empêché la personne qui a écrit ce graffito de mettre le iota aussi à sa bonne place. Lorsque appelons-le notre graffiteur, a voulu passer au second exercice, celui qui consiste donc à appareiller les lettres de la première moitié de l'alphabet avec celles dans l'ordre inverse de la seconde moitié, eh bien, il a suivi l'ordre de l'alphabet qu'il avait fautivement inscrit à la première ligne, ce qui donne évidemment à son tour une série fautive. Par ailleurs, si le relevé est correct, eh bien, il a confondu le psi et le ki, qui ne se distinguent que par leur orientation. Le psi est comme ça, le ki est comme ça. Et en plus, j'ai l'impression qu'il manque la barre horizontale du psi, à moins qu'il s'agisse d'une erreur de la personne qui a fait le relevé de ce graffito. Enfin, comme il avait ajouté un iota supplémentaire à la première ligne, eh bien, il se retrouve à la fin de la ligne avec une lettre mu sans aucune autre lettre à associer. Bref, notre élève avait encore beaucoup de progrès à faire. Il ne connaît pas son alphabet avec suffisamment d'aisance pour pratiquer le second exercice. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à l'auteur de l'inscription de Beni Hassan. Il est tombé dans le piège et a commis plusieurs erreurs. Alors, je me suis permis de corriger cet élève d'il y a 2000 ans ou 1500 ans, je vous ai mis le corrigé ici pour que vous voyez un petit peu toutes les fautes qu'il a commises. Donc, lorsqu'il est arrivé à la troisième ligne au eta, eh bien, il a associé la lettre rho au lieu de lui associer la lettre sigma. Puis, il a continué toujours avec une lettre de décalage. Tau pi au lieu de taureau, iota omicron au lieu de iota pi. Il s'est ensuite rendu compte de son erreur et a ajouté ici même un sigma oublié, juste après le yo. En fait, il aurait dû tout recommencer, toute cette ligne 3. Et en passant à la ligne 4, eh bien, il continue en écrivant le kappa sans lettre associée, puisqu'il avait déjà associé au iota, et il poursuit cette fois-ci sans décalage, mais en inversant les lettres des paires. Il écrit ainsi xi lambda au lieu de lambda xi, nu mu au lieu de mu
nu. Bref, le résultat est assez peu glorieux. Il passe ensuite à un autre exercice. La syllabation, dont on a vu l'an dernier toute l'importance dans l'école antique, et pas simplement l'école antique, puisqu'on continue aussi à faire ce type d'exercice aujourd'hui. Alors, il existe plusieurs types de syllabaires, tout d'abord en fonction du nombre de lettres. Alors, certains les syllabaires ont 2 lettres, on les appelle de type bilitaire, ou 3 lettres de type trilitaire. Ici, nous avons les 2. Les registres 2 et 3, colonnes 1 à 8, égrènent, disons, les syllabes donc ici, égrènent donc les syllabes de façon de type bilitaire. Alors, consonnes et voyelles suivent l'ordre alphabétique. La première, selon une succession horizontale, chaque colonne est consacrée à une nouvelle consonne. Bêta, gamma, delta, etc. Et la seconde, selon une succession verticale dans la colonne. Chaque ligne de la colonne correspond à une nouvelle voyelle, c'est-à-dire alpha, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon, oméga. Ce qui donne ba, be, bi, bo, bu, bo, ga, ge, gi, go, go, etc. Puis, à partir de la colonne 9 du registre 3, commencent les syllabes trilitaires. Donc, aux syllabes bilitaires est ajoutée une consonne qui change pour chaque colonne selon l'ordre alphabétique. Bab, beb, beb, etc. Bag, beg, beg, bad, bed, bed, etc. Dans notre inscription, le scripteur s'est arrêté à dad, etc. Il n'a pas continué. Alors, si le principe est clair, son application souffre là encore de nombreuses insuffisances. Dans la partie bilitaire, le scripteur a inversé le kappa et le rho, ce qui est une erreur, je dois dire, difficilement explicable chez quelqu'un qui est censé connaître son alphabet. Les lettres n'ont pas non plus la même forme, donc je ne comprends pas effectivement cette erreur. Dans la partie trilitaire, alors les erreurs se multiplient. Tout d'abord, il introduit indûment les colonnes bilitaires en passant de B à gamma et de gamma à delta, qui sont complètement superfétatoires dans ce type d'exercice. Ensuite, la dernière colonne de lettres, de consonnes, est souvent erronée. Le zeta, ici, est entre bêta et gamma. Le lambda et le mu sont intervertis. Non, ce n'est pas ici, ça doit être ailleurs. Il doit y avoir une interversion. Et tout comme le phi et le qui est avant le phi, tandis que le tau, ici, est après le phi, ce qui n'est évidemment pas normal. Enfin, la série allant de BAP à BAPS est omise. On devrait la voir entre ces deux colonnes. Que de fautes, me direz-vous. Cette constatation déclenche nécessairement une question. Qui a pu écrire ce tableau? Est-ce vraiment un maître d'école? Alors tournons-nous pour cela vers la paléographie, susceptible de nous aider à dessiner le profil culturel du scripteur. Alors le relevé de Newbery, qui est la seule chose que nous ayons, puisque je vous ai dit que les photos qu'on avait étaient toutes mauvaises, donc nous n'avons que ce relevé pour en juger, pour juger de l'écriture. Le relevé de Newbery incite
à y voir quelqu'un d'assez malhabile et peu soigné, eu égard à l'aspect irrégulier des colonnes et des lignes. À partir de deux mauvaises photos qu'elle publie sans avoir vu l'inscription, nous l'avons vu, Liliane Larsen conteste le caractère irrégulier et mal aligné du tableau, impression qu'imposait le relevé de Newbery, et elle conclut qu'on a bien affaire à un modèle permanent, ce qui implique, sans qu'elle le dise d'ailleurs expressément, qu'il soit dû au maître. J'avoue avoir du mal à conclure à partir des photos qu'on aurait affaire à un modèle. Ce qui me frappe, c'est la forme non canonique, d'abord des θ. Regardez ces θ, jamais vu ça. Avec ça, la barre intérieure qui, au lieu d'être horizontale et verticale. Ce qui me frappe, c'est le ductus très maladroit du xi, auquel il manque un élément. Ce qui me frappe, c'est la forme tout à fait malhabile du upsilon, qui est tracé avec un trait vertical et ensuite un trait oblique. Ce qui me frappe enfin, c'est l'inversion occasionnelle du nu. Et enfin, l'alignement des lettres est si imparfait qu'on a l'impression que notre auteur, au lieu d'écrire les syllabes une à une, a rusé en procédant par série verticale, autrement dit lettre par lettre. Il a écrit mécaniquement d'abord toutes les initiales d'une colonne, puis ensuite les voyelles intermédiaires, et enfin, en tout cas pour la partie trilitère de l'exercice, toutes les consonnes finales. Ce qui expliquerait, par exemple, non seulement que les lettres ne soient pas à la même hauteur, comme vous le voyez ici, mais plus grave, qu'il ait ajouté une consonne de plus dans la colonne 4. Si vous comptez, normalement, on devrait avoir 7 lignes, qui correspond aux 7 voyelles, et si vous comptez le nombre de mu, vous verrez qu'il y en a 8. Ce qui veut dire qu'en fait, il a procédé comme ça, et puis à un moment, il en a mis une de plus sans s'en rendre compte. Alors, quand on ajoute ces constatations paléographiques aux nombreuses erreurs commises, eh bien, on peut douter que l'on ait affaire à un tableau inscrit par le maître à l'attention d'élèves. Je préférais y voir un devoir d'élève. Bien sûr, on ne peut exclure l'éventualité que les moines ayant colonisé ces tombes n'aient pas eu sous la main des leurs suffisamment bien formés pour assurer l'enseignement élémentaire et qu'ils aient été obligés de confier cet enseignement à un moine très mal formé. Quoi qu'il en soit, ce tableau témoigne d'une activité pédagogique réalisée en milieu monastique. Les élèves étaient-ils des enfants? Étaient-ils des novices? Étaient-ils des moines adultes décidant tardivement d'apprendre à lire et à écrire? C'est difficile à dire. Scott Bucking y voit très probablement, je le cite, des moines adultes, considérant que rien dans ces tombes ne suggère la présence d'enfants. C'est tout aussi hypothétique de voir dans cette inscription le témoignage de cours s'adressant à des enfants. S'il s'agit bien d'adultes, ils étaient alors complètement analphabètes et obligés d'en passer par les bases de l'enseignement élémentaire. Alors on pourrait objecter que ce tableau est en grec, eh bien on aurait peut-être affaire à des coptes, sachant lire et écrire dans leur langue, mais apprenant ici le grec. Mais je vous rappelle que le copte partage presque toutes ses lettres avec le grec. Un copte scolarisé, dans sa langue, n'aurait pas besoin d'en passer par l'alphabet et les syllabes. D'ailleurs, est-il sûr que ce tableau soit purement grec, comme le pensait Champollion? C'est un véritable abécédaire ou syllabaire où croit Depardieu grec, dit-il, et non copte, puisqu'il y manque les lettres coptes.
a-t-on affaire à un enseignement exclusivement grec? En fait, non. Si vous regardez de plus près, les lettres coptes sont bien présentes. Elles ont été ajoutées après coup dans un endroit tout à fait incongru, sous les 3 premières colonnes du registre 3. Vous trouvez le shai, le fai qui a une forme bizarre, le hori, le kima, le janja et le ti. En revanche, les lettres coptes ne servent pas à faire des syllabes, contrairement à cet ostracone du Louvre qui développe systématiquement toutes les syllabes bilitaires possibles à partir d'une initiale copte. Ici, le shai, le fai, le hori, le kima, le janja. Ou bien, contrairement à ce papyrus de la Sorbonne, vous voyez que j'ai choisi des textes qui sont ici à Paris, contrairement à ce papyrus de la Sorbonne, où les syllabes se terminent sur des lettres coptes. Comme vous pouvez le voir, mais je n'ai pas dû mettre... Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Cette position marginale des lettres coptes se retrouve dans d'autres documents assurément scolaires, comme, et nous resterons à Paris, comme cette tablette de la Bibliothèque nationale de France, provenant de l'Arsinoïde et datant du 7e siècle, tablette que vous pouvez d'ailleurs admirer dans les nouvelles salles d'exposition de la Bibliothèque nationale sur le site de Richelieu. Sur la première face, un alphabet à l'envers, se lisant en colonne verticale, entouré dans un deuxième temps par un exercice de syllabation, syllabes trilitères commençant par gamma. L'alphabet copte, vous le voyez, a été rajouté après coup dans la marge de droite, séparé du reste par une ligne verticale. Sur l'autre face, en revanche, les lettres coptes, toujours reléguées à l'extrémité droite, sont immédiatement précédées par l'alphabet grec, tandis que la partie gauche donne la suite des syllabes commençant par un gamma. Alors, plus significative encore de la place du copte est cette tablette de Duke. Sur la première face, 3 colonnes de syllabes trilitères, de Bax à Bar, à gauche d'un alphabet grec, lui-même séparé, là encore par une ligne de séparation, des lettres coptes. Alors, on pourrait objecter que la présence d'un trait de séparation ne suffit pas à conclure à un traitement différencié des lettres coptes, mais justement, sur l'autre face, eh bien, l'alphabet grec est répété horizontalement dans la partie inférieure de la tablette, tandis que les lettres coptes, elles, sont données verticalement sur l'extrémité droite de la tablette. Par ailleurs, le reste de la tablette est occupé par la suite des syllabes, de basse à Bac, et puis ensuite une nouvelle série commençant par gamma, sans qu'aucune ne comporte de lettres coptes. On aurait très bien pu avoir Bach, Baf, Bach, etc. On voit donc que c'est avant tout l'étape de syllabes de tradition grecque qui ont été reprises par les maîtres d'école coptes, ces derniers étant amenés à les copticiser à un degré variable, et dans les cas extrêmes, cette copticisation était tout à fait marginale. C'est le cas ici avec l'inscription de Beni Hassan. J'aurai l'occasion de revenir sur ce problème dans les cours que je donnerai l'an prochain sur l'enseignement copte. Il est en tout cas, je crois, exagéré de parler de salle de cours concernant l'inscription, la tombe où se trouve l'inscription de Beni Hassan, comme on l'a fait. Notre inscription ne témoigne que d'une chose. Cette tombe a été le cadre, entre autres, d'une activité d'enseignement à un certain moment, mais sans qu'il soit possible d'affirmer que
cela n'a pas été qu'occasionnel. Si ce tableau a été écrit plutôt par un élève qu'un maître, eh bien, il perd ainsi son caractère de modèle permanent, pour utiliser l'expression de Cribioré, et la salle qui le contient ne peut plus passer pour une école, au sens plein du terme. De toute façon, la taille de cette micro-société monastique qui a investi ces tombes ne justifierait pas la dévolution d'une salle aussi grande, elle fait 9 mètres sur 8 mètres 3, à un enseignement qui n'a pu concerner qu'une petite poignée d'élèves, en étant très généreux. D'ailleurs, on a retrouvé dans une autre tombe, la numéro 15, une inscription a priori rattachable à une ambiance scolaire qui pourrait montrer que les activités d'enseignement ne se limitaient pas à la tombe 23. Il s'agit d'essais d'écriture de lettres séparées. Alors vous voyez des alpha, delta, epsilon, lambda, oméga, ainsi que un xi, un pi et un phi, réalisés à l'encre noire, par série, plus ou moins horizontale, mais jetés sur la paroi sans ordre. Une seule séquence fait sens, c'est chi, mu, gamma, écrit en grandes lettres appliquées. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de cette séquence qui a eu un grand succès chez les chrétiens, une grande popularité pour la valeur chrétienne que recélaient ces trois lettres, sur l'interprétation desquelles on peut hésiter, puisque on peut, je vous l'ai déjà dit, on peut l'interpréter soit comme un acronyme de Christos Marias Gena, ou une formule du même genre qui signifie Christ né de Marie, ou comme une isopséphie de Théos Boétos, puisque chaque ligne de Théos Boétos, un Christ sauveur, si on additionne la valeur numérique des lettres qui composent cette expression, on a 643, or chi, mu, gamma, ça signifie 643. Alors, cette espèce de sigle chrétien, qui est chi, mu, gamma, a influencé l'interprétation que Scott Bucking a donnée du reste de cette inscription. Remarquant le nombre de alpha et de oméga, deux lettres qui ont une valeur très forte pour les chrétiens, je suis l'alpha et l'oméga, eh bien, remarquant la présence de ces lettres, il propose que cette inscription, comme celle de la tombe 23 que nous venons de voir, ait pu avoir une fonction rituelle. Et quand il utilise cette expression de fonction rituelle, évidemment, il parle de magie, qu'il met en rapport avec un nœud de Salomon qui a été trouvé sur le même mur que la table des syllabes de la tombe 23. Cette hypothèse me semble tout à fait fantaisiste et je pense qu'il est inutile de nous y arrêter. Ce qui me frappe, quand on regarde cette inscription, c'est qu'à l'exception du epsilon et du oméga, les lettres les plus répétées sont alpha, delta et lambda. Autrement dit, des lettres d'allure identique, qui ont la forme de triangle, qui ne se différencient que la présence ou non d'une haste horizontale et de sa position. Si elle est tout en bas, c'est un delta, si elle est au milieu, c'est un alpha. Et s'il n'y a aucune haste, eh bien c'est un lambda. Alors ne serait-ce pas un exercice d'écriture, insistant sur les éléments discriminants des lettres, faciles à confondre. Par ailleurs, le alpha est réalisé selon plusieurs styles. Le style calligraphique avec une barre intérieure brisée, comme vous le voyez ici à l'écran, alpha pointu ou alpha arrondi, comme si l'exercice portait aussi sur les différentes formes du même lettre. Enfin, la forme du mu, du xi et du oméga appartient à ce style calligraphique qu'on appelle la majuscule biblique, qui est souvent utilisée pour la copie des livres. Vous avez ici, j'ai mis un parallèle avec un papyrus Bodmer, vous voyez écrit en majuscule biblique, et vous remarquez que les lettres ont exactement la même forme.
à ceci près que celles-ci sont beaucoup plus maladroites. On est conduit donc à proposer deux hypothèses sur la nature de ce dipinto. Il s'agirait soit d'un exercice destiné à apprendre les formes des lettres, dans le cadre d'un apprentissage des grammata, des lettres de l'alphabet, soit d'un exercice d'entraînement de la part de quelqu'un dont l'activité est la copie des manuscrits. Dans le premier cas, il serait le fait d'une personne apprenant à lire ou à écrire, à partir de manuscrits littéraires, ou a servi de modèle par une personne habituée à la copie de manuscrits. Dans le second cas, ces lettres auraient été tracées par un copiste plus ou moins professionnel, ou s'entraînant, disons, à le devenir, instruction élémentaire ou apprentissage professionnel. Eh bien, ce dilemme se posera souvent à nous dans les cours suivants, tant la frontière entre les deux est difficile à faire à partir des écrits scolaires livrés par les monastères. Cette difficulté est intrinsèque à la forme que revêt la culture écrite dans les milieux monastiques de cette période, comme j'aurai l'occasion de vous le montrer dans le cours que je consacrerai à l'enseignement professionnel l'an prochain. En attendant, et pour revenir à l'inscription de la tombe 15, on notera que la main est assez inexperte. Mais est-ce que ça suffit à permettre de trancher entre les deux hypothèses? Quoi qu'il en soit, pour revenir à la tombe 23 et conclure à son sujet, eh bien, nous avons le témoignage d'un enseignement élémentaire dans une laure. Le caractère inhabituel de son emplacement n'est qu'une conséquence de l'occupation d'anciennes tombes par les moines à la recherche d'espaces séparés du monde et directement habitables. Quant à l'usage des murs comme support d'un exercice scolaire à la place des tablettes, à la place des ostracas, à la place des feuillets de papyrus, eh bien, c'est quelque chose qui est bien attesté dans d'autres monastères. Une véritable culture du dipinto ou du graffito se développe dans le monde monastique qui amène les moines à utiliser comme support de l'écrit les parois des cellules qu'ils habitent, des locaux qu'ils fréquentent ou des églises et autres lieux de dévotion où ils frayent. Extraits de la Bible ou autres textes instructifs ou édifiants, prières personnelles, commémorations, souvenirs de visites, écrits de la vie de tous les jours comme des comptabilités, tout devient prétexte à une inscription sur les enduits des parois, des lieux où ils vivent ou de ceux où ils passent. C'est d'ailleurs souvent à ces dipinti ou à ces graffitis que l'on reconnaît que telle tombe, telle grotte, tel bâtiment a été habité par des ermites ou des moines. Pourquoi le monde de l'enseignement échapperait-il à cette fureur épigraphique? Je vous ai déjà cité quelques exemples d'alphabets trouvés sur les murs des salles appartenant au monastère de Bawit. Eh bien, laissez-moi finir cette partie consacrée au dipinto de Beni Hassan en revenant à Bawit pour vous présenter un ensemble assez parallèle et peu connu, puisqu'il n'est enregistré dans aucun des recueils de textes scolaires que nous avons à notre disposition. Il ne figure même pas dans la base Trismégistos qui répertorie tous les textes écrits. Alors, il s'agit de dipinti trouvés dans une petite chambre découverte dans une des nécropoles du monastère de Bawit, celle qui se trouve sur la montagne, et voilà qui nous permettra de rester dans le monde des morts. Creusée dans le roc, elle a été déblayée par Jean Cléda au début du XXe siècle. Ces murs, dit-il, en partie construits en briques crues, étaient revêtus d'un torchis couvert d'une légère couche de chaux. Ce qu'il reste de la partie supérieure livre des traces de fresques avec des feuillages, des names, des vêtements et des pieds. Alors Cléda y a relevé plusieurs inscriptions propres à nous intéresser sur les murs est, nord, est, nord et ouest de cette pièce. Malheureusement, il n'a fait aucun relevé précis, ni ne les a prises en photo. Nous ne les connaissons que par les transcriptions
rapide qu'il en a faite dans ses carnets, publiés presque un siècle après, en 1999, par Dominique Bénazet et Marie-Hélène Rouchowskaïa, avec quelques notes succinctes du célèbre coptisant René-Georges Coquin, qui est décédé un an avant la sortie de ce livre. Nous ne sommes pas exactement dans la situation idéale pour pouvoir exploiter précisément ces inscriptions, mais essayons quand même. Alors, la première se trouve sur la paroi S, elle est écrite en noir, et vous voyez qu'elle a un caractère tout à fait répétitif. Il s'agit d'un exercice concernant la syntaxe verbale en copte. Vous avez le préfixe de l'habituel ou consuétudinal à la première personne qui est répété 4 fois et qui est suivi du verbe proprement dit. Donc ça donne quelque chose comme Chaïko, je place. Alors là c'est une restitution que je fais. À mon avis, il doit y avoir une erreur de lecture, mais je n'en suis pas sûr. Chai, Chorcher, je renverse. Chai, et là, on a un mot qui est abîmé. Je préfère ne pas le restituer. Et Chai, Boknai, je m'en vais. Alors, quoique les exercices grammaticaux coptes soient peu nombreux, on a malgré tout quelques parallèles sur des supports plus habituels qui ont été regroupés rassemblés par Monika Azizka dans un volume auquel j'ai déjà fait allusion, Neue Texte und Dokumentation zum Koptisch Unterricht. Donc, en fait, c'est un recueil de tous les textes scolaires, tous les documents scolaires coptes, qui a été publié à Vienne en 1990. Et donc, elle a rassemblé quelques exercices de cette nature sous la rubrique conjugaison. Par exemple, cet ostracone du monastère de Saint-Foy-Bamont du 7e, 8e siècle, donnant une série de verbes conjugués à la première personne du présent, tichiner, tisotem, tichlel, bon là il y a un problème, etc., etc. Suivi par une série de formes infinitives, ici. Sur la paroi nord, eh bien, on lit une inscription à l'encre rouge, qui semble aussi de nature scolaire. Il s'agit d'une liste de noms propres, d'onomata, commençant par delta. On devine David, Daniel, ici le mot grec démos, etc. Au-dessous, on trouve une inscription en rouge de même nature. Les mots, cette fois-ci, commencent par epsilon. On notera dans cette inscription, comme dans la précédente, l'inversion du nu, ce qui est un signe de niveau d'alphabétisation encore insuffisant, que l'on a remarqué aussi dans l'inscription de la tombe de Beni Hassan. Enfin, sur le côté droit de la paroi ouest, eh bien, une inscription à l'encre noire, pardon, qui est assez mystérieuse, qui présente des mots commençant par la lettre omicron, mais comme ces séquences ne font pas sens, il pourrait aussi s'agir d'un exercice de syllabation. On voit que par leur contenu et leur emplacement, ces inscriptions sont assez proches de celles de Beni Hassan. Elles témoignent aussi de l'importance de ce que j'appellerais le tag scolaire dans la culture monastique. Alors, toujours au chapitre des drôles de classe, l'exemple que je vous propose de découvrir maintenant est encore plus étonnant. Il va nous transporter plus au sud, à Thèbes, sur la rive ouest du Nil, dans une région qui va retenir longtemps notre attention, car elle est truffée d'ermitages, de lores et de monastères. Elle a livré la plus abondante documentation pour l'enquête que je mène cette année. Alors nous commencerons notre séjour thébain
avec le monastère de Saint-Foy-Bamont. Alors, imaginez-vous ce monastère, perdu en plein désert. Vous voyez ici le Nil, la partie cultivée de la vallée du Nil, et voilà où se trouve notre monastère. Perdu en plein désert, disais-je, dans un cirque étroit de falaises, au fond d'un wadi, c'est-à-dire ces vallées désertiques, encaissées d'accès difficiles. Les constructions du monastère sont en partie retranchées et enterrées le long des parois abruptes d'une falaise circulaire. Cette disposition les protégeant sans doute mieux des atteintes directes du soleil. Le respect spontané à quelque chose de primitif qui pourrait correspondre au premier stade de l'occupation monastique d'un lieu. Nous pensons que le monastère ne parvint jamais au second stade de son développement et de son organisation, sans doute fut-il abandonné. Telles sont les premières lignes de la note de synthèse du rapport de fouille, fouille entreprise du 8 octobre 1947 au 25 février 1948 par la Société d'archéologie copte du Caire, dirigée par son secrétaire général, Charles Bachatli. Ces fouilles furent publiées après la mort de Bachatli, qui eut lieu en 1957, dans 3 volumes, l'un consacré à l'archéologie du site, publié en 1981, c'est le dernier publié, un autre consacré à l'archéozoologie et l'archéobotanique de ce site, publié en 1961, et surtout, c'est le volume qui va nous arrêter aujourd'hui et la semaine prochaine, un volume consacré aux graffitis, inscriptions et ostracas retrouvés sur le site et publié en 1965. Les structures dégagées laissent à penser qu'on a affaire à une petite communauté monastique qui semble avoir quitté les lieux dans la seconde moitié du VIe siècle ou au début du VIIe siècle, même si du matériel postérieur trouvé sur le site, aux alentours, témoigne d'une occupation sporadique par quelques anachorètes qui auraient continué à occuper le site. Alors, une inscription copte trouvée sur la falaise circulaire que je vous ai montrée, au pied de laquelle est adossé le monastère, eh bien, nous indique de quel type d'établissement monastique il s'agissait et quel était son nom. Voici cette inscription. Curie Boeteson, Anna Apa Abraham, Oikonomos en de Laura, M. Petuab, Foy-Bamont. Seigneur, secours-nous, Apa Abraham, économe de la laure de Saint Foy-Bamont. Vous voyez, il s'agit donc d'une laure, c'est-à-dire, le mot laure est un mot grec qui a été adopté par les moines syriens pour désigner une communauté semi-anachorétique composée d'habitations situées dans un désert montagneux le long d'une vallée ou au pied d'une colline, comme le définit Eva Wyszybska. Cette laure est consacrée à Saint Foy-Bamont, un des saints martyrs égyptiens les plus populaires en Égypte, résultant d'ailleurs de la fusion de 2 martyrs du même nom, l'un de Prerte et l'autre de Létopolis. Or, il existe un autre monastère de Saint-Foy-Bamont à une dizaine de kilomètres à l'est, et celui-ci est beaucoup plus connu. Il est là. Il est installé sur le temple d'Hatchepsout à Der el-Bahari. Alors, si vous allez visiter le site aujourd'hui, vous ne le trouverez plus, parce que lorsque le temple d'Hatchepsout a été fouillé, eh bien, on a enlevé tout ce qui concernait l'époque copte. Mais vous voyez encore sur cette photo qui date de la deuxième moitié du XIXe siècle, vous voyez encore les restes de ce monastère, et notamment avec sa tour, qui n'existe malheureusement plus.
Le mystère de l'abandon de notre Laure, vous vous souvenez, je vous ai dit que le site avait été abandonné à un certain moment, semble-t-il assez brutalement, pourrait ne pas être sans rapport avec cet autre monastère de Foy-Bamont, et il me faut l'aborder, ce mystère, disons rapidement, pour replacer les textes dont je vais vous parler dans leur contexte historique, mais aussi géographique le plus juste possible. La clé de ce mystère nous est offerte par un ostracone copte de Leipzig. Une lettre très probablement écrite par le même Abraham que l'économe de la Laure, qui apparaît dans l'inscription que je viens de vous montrer. L'auteur de la lettre informe son correspondant qu'il vient d'être nommé évêque par l'archevêque d'Alexandrie, Damien. Effectivement, nous savons que vers 595, l'évêque d'Hermontis, Hermontis, c'est une cité qui n'est pas très loin de l'endroit où se trouve le monastère le plus ancien de Saint-Foy-Bamont, et dont le ressort couvre toute la rive ouest de Thèbes. Cet évêque d'Hermontis s'appelait Abraham, personnage appelé à s'illustrer à ce poste et à devenir une des figures importantes du christianisme égyptien. Alors l'auteur de la lettre dit devoir partir de sa place. Et en copte, il utilise le terme penma, notre place. Mais vous savez qu'en copte, ma, ça signifie le lieu, l'endroit, mais ça signifie aussi le monastère. Et la raison de ce départ semble tenir à son éloignement, qui fait que Damien, l'archevêque, ne peut communiquer qu'avec difficulté avec son évêque nouvellement nommé. Si l'on suit l'hypothèse de Martin Krause, Abraham, chef de la Laure de Foy-Bamont, et l'économe, il apparaît dans l'inscription comme économe, et vous savez que l'économe est le personnage numéro 1 d'un monastère et se confond souvent avec son supérieur. Si l'on suit donc l'hypothèse de Krause, Abraham, une fois nommé évêque et ne souhaitant pas quitter la communauté dans laquelle il vivait, a été obligé de transférer cette communauté dans un lieu plus accessible et plus compatible avec ses nouvelles responsabilités épiscopales. C'est ainsi que Saint-Foy-Bamont aurait déménagé à Der el-Bahari. Alors, quoi qu'hypothétique, ce scénario est globalement accepté et a même été récemment renforcé par l'édition, par Esther Garel, des testaments des supérieurs de Foy-Bamont II. Pour le propos qui est le mien, je vous propose de nous arrêter à Foy-Bamont I, ou Petit Foy-Bamont, comme l'appelle aussi Eva Wyszybska, par opposition donc à Foy-Bamont II ou Grand Foy-Bamont. J'espère que cette courte présentation de son historique vous a fait comprendre combien cette ancienne Laure était perdue dans le désert, à de nombreuses heures de marche pour atteindre juste la limite actuelle des cultures de la vallée du Nil. Alors que nous ont livré les fouilles de Foy-Bamont I au sujet dans le domaine de l'enseignement? Bien sûr, quelques ostracas, comme tous les autres monastères de cette région. Celui-ci, par exemple, l'ostracone numéro 40 de la publication, cet ostracone en calcaire a été édité dans la section coptique ostraca, alors qu'en fait le texte est complètement grec, comme d'ailleurs l'ont pressenti les éditeurs. Alors, qu'avons-nous sur ce texte? Vous voyez qu'on a une séquence qui commence par abro, ensuite abrokos, tonto, terodsk, et une série de lettres qui semblent imprononçables, Moïse, abrokiten, to, phélax, teroadzek, etc. Et là encore, des séquences tout à fait bizarres et imprononçables. Eh bien, en fait, on a là une variation très laborieuse et très fautive sur un vers connu de l'anthologie
palatine, que je vous ai mis juste dessous, livre 19, c'est le 538, Abrokitone do Fulax, Tero Zugo Kamsimetopos. Il porte, j'essaye de traduire, ou je reprends plus exactement la traduction de l'anthologie palatine dans son édition de la collection des universités de France. Il porte une fine tunique, le gardien qui courbe sous le joug le front des bêtes sauvages. Alors, ce vers qui comprend cette espèce de composé tout à fait, qui n'existe nulle part, tout à fait fantaisiste, ce vers a la particularité de contenir les 24 lettres de l'alphabet grec. Raison pour laquelle certains lui ont donné le nom de pangramme, c'est-à-dire qui contient toutes les lettres, ou d'autres l'appellent vers alphabétique. Et à cause de cette particularité, ce vers a fait partie de ces formules en usage à l'école pour aider les élèves à apprendre l'alphabet ou à assouplir leur prononciation, comme ces kalinoi, ces freins dont parle Quintilien. Alors, l'expression kalinos est explicitée dans ce passage de l'institution oratoire que je vous lis. Il ne sera pas préjudiciable d'exiger des enfants de cet âge pour que leur bouche soit plus déliée et leur langage mieux articulé, qu'ils débitent le plus vite possible des noms ou des vers d'une difficulté recherchée, formée d'un enchaînement de plusieurs syllabes qui se heurtent très durement entre elles et qui soient, pour ainsi dire, rocailleuses. C'est ce que les Grecs appellent kalinoi, c'est-à-dire frein du cheval. Précaution modeste, mais faute de l'apprendre, on risque de nombreux défauts de prononciation que la persistance aggrave et rend incurables, si l'on ne les élimine pas dès les premières années. Vous voyez, c'est un peu les choses sèches de l'archiduchesse appliquées à l'école grecque. Alors, l'usage scolaire de ce vers est confirmé par différents textes papyrologiques. Je n'en citerai qu'un seul. C'est ce papyrus de Yel, qui est un feuillet du 2e, 3e siècle, où un élève a recopié, dans une écriture dont vous voyez qu'elle est très, très hésitante, très maladroite, et donc typique de quelqu'un qui apprend à écrire, il a recopié un passage de Démosthène, notre vers pangrammatique, là il a oublié une voyelle, mais il a continué, etc. Et ensuite, 2 vers de l'Odyssée. Mais les pangrammes étaient aussi utilisés par les copistes pour se délier, on va dire, les doigts et s'entraîner au style calligraphique qu'ils sont amenés à pratiquer, comme j'aurai l'occasion de vous le montrer l'an prochain en abordant la question de l'enseignement professionnel. Je me contenterai juste aujourd'hui de l'illustrer avec un seul exemple, qui est ce n'est pas un papyrus, ce sont des languettes de parchemin que j'ai eu l'occasion d'éditer il y a quelques années. Ce sont en fait des chutes de manuscrits dans un atelier de copie. Et vous voyez que quelqu'un, un des copistes ou un apprenti copiste, s'est amusé sur ces chutes de parchemin à écrire des lettres. Vous voyez par exemple ici ce oméga qui a tout à fait la forme. Alors là encore, on est dans ce qu'on appelle la majuscule biblique, et celle dont je vous parlais tout à l'heure au sujet de l'inscription de la tombe de Beni Hassan. Et vous voyez qu'au milieu de la répétition de certaines lettres, eh bien, on retrouve notre pangramme, abrokitone, etc. Et là aussi, vous retrouvez, alors avec des répétitions, etc., des interruptions et des reprises,
vous retrouvez ici aussi le début de notre vers alphabétique. Là, il n'y a absolument aucun doute que nous ayons affaire à l'exercice ou l'entraînement d'un copiste, plus ou moins professionnel. Mais qu'en est-il de l'ostracone du petit Feuille-Bamont? En l'absence d'une image qui seule nous permettrait de voir si nous avons affaire à la main d'un élève apprenant les grammata ou à celle d'un copiste professionnel qui s'entraîne, eh bien, nous sommes dans l'embarras pour ranger cet ostracone au nombre des documents scolaires. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ce problème de catégorisation des textes scolaires dans un prochain cours. Le nombre de fautes commises dans notre ostracone donne l'impression de quelqu'un qui tâtonne et inciterait à privilégier la première hypothèse, l'hypothèse d'un élève, comme l'a fait Raffaele Cribiore, qui inclut ce texte dans son catalogue des documents scolaires. Mais ces fautes peuvent aussi être mises sur le compte d'une origine copte du scripteur, mais elles peuvent aussi et surtout s'expliquer par les spécificités de l'entraînement calligraphique, où les copistes répètent certaines lettres qui leur résistent au détriment de la continuité de la séquence. Donc on peut très bien utiliser un vers qu'on connaît bien, puis à un moment s'interrompre, et puis refaire 2, 3, 4 fois la même lettre et reprendre. C'est exactement ce qu'on pourrait avoir ici. En tout cas, c'est ce qu'on a très nettement dans les languettes de parchemin que je vous ai montrées. En tout cas, j'exclus qu'il puisse s'agir d'un texte magique, comme hypothèse qui a été proposée par William Brashear, à cause de la présence à la ligne 4 de Moïse. Et William Brashear, comme vous savez que Moïse passait pour l'auteur de livres magiques, la présence à la fois de pangrammes et de Moïse incite William Brashear à y voir un texte magique. Mais avant d'être magicien, Moïse est une figure de la Bible. Et de même que l'élève du papyrus de Yale que je vous ai montré ici a pu faire côtoyer sur le même feuillet notre pangramme et des passages de Démosthène et d'Homère, eh bien, l'auteur du présent ostracone a pu aussi mêler des bouts de textes bibliques ou chrétiens au pangramme, textes bibliques ou chrétiens qui, dans le contexte monastique, se devaient de remplacer la littérature païenne. Donc vous voyez qu'on a des problèmes pour bien interpréter cet ostracone. Alors regardons le reste. En dehors de cet ostracone, l'éditeur des inscriptions, les éditeurs des inscriptions et des ostracas, des fouilles de Feuille-Bamont, signalent plusieurs autres textes, plusieurs autres ostracas, qui lui semblent être des exercices d'écriture, writing exercise, sans plus de précision. Malheureusement, l'absence de photographie ne permet pas non plus de savoir s'il s'agit d'exercices d'élèves ou d'entraînement de copistes. En revanche, l'ostracode numéro 1 de la publication, qui donne le début du psaume 19, est sans aucun doute un exercice d'écriture par un élève, tant, vous le voyez, la main est maladroite, ce dont nous pouvons juger grâce à la photographie. Malheureusement, dans cette publication, il y a peut-être 4 ou 5 ostracas qui sont photographiés, le reste n'est pas photographié. Vous voyez qu'en fait, la moisson des textes scolaires, on va dire, du petit Feuille-Bamont est assez décevante. Alors pourquoi, me demanderez-vous, vous ai-je amené au petit Feuille-Bamont? Eh bien, si vous êtes assez patient, vous le saurez la semaine prochaine.